Le Japon des années 1870 et 1880 marque la naissance des premiers mouvements politiques et populaires, en particulier le mouvement pour les libertés et les droits du peuple. Il a été fondé en 1874 et a produit une multitude de débats, de réunions, de salons, d'associations, de journaux. En 1878, il existait 278 journaux qui servaient souvent de tribune politique et de diffusion de nouvelles idées. La société d'intellectuels dont le nom est la plus connue aujourd'hui serait la société de l'an 6 de Meiji, la Meirokusha. Elle a été fondée en 1874 et elle a joué un grand rôle dans le transfert des idées venant d'Occident, dans leur traduction et leur diffusion grâce à la revue Meirokuzashi. Les intellectuels de la Meirokusha sont parmi les plus connus de cette génération. Fukuzawa Yukichi, Nishi Amane, Hiroyuki Kato. D'autres penseurs gravitent autour du mouvement pour les libertés, par exemple Nakae Chomin qui fut l'un des porte-parole du mouvement et fonda le journal Toyo-Jiyu Shimbun en 1883. L'ensemble de ces intellectuels, malgré leur grande diversité, ont été qualifiés de lumière japonaise. Typiquement, ces auteurs ont voyagé en Europe ou aux États-Unis, en tant qu'étudiants au sein de missions diplomatiques comme la mission Iwakura, ou encore en tant qu'étudiants dans une université étrangère. La spécificité des Lumières japonaises repose tout autant sur l'importation de notions que sur la forme et la manière de les convoquer et de les diffuser. Plus précisément, ces auteurs ont adopté et adapté les formes organisationnelles ou institutionnelles qui encadrent l'échange des idées, cela sans recourir aux distinctions sociales et aux formes rituelles en vigueur dans la période précédente. En suivant Pierre-François Sully dans Moderne sans être occidental, je le cite, : Cette société de l'an 6 était très moderne par son organisation lui-même. Elle réunissait des gens lettrés qui discutaient librement des sujets choisis et des contenus, sans tenir compte de leurs positions sociales respectives ou de leur âge. Il s'agissait de bien autre chose que d'un simple salon, car les membres de la société avaient pour objectif de rendre publics leurs débats et d'y associer le plus grand nombre. On était comme en présence de la naissance d'une république des lettres et des arts qui, d'une manière évidente, participait à l'institution d'une société civile. Le fait que les réunions soient ouvertes a demandé de constituer des habitudes de langage, des manières de discourir en public, ce qui était une pratique profondément nouvelle. Durant les réunions, je suis Tsuili, : On s'y exerçait à faire des discours, prendre la parole devant une assemblée, débattre, convaincre par l'argument et user de sa force de conviction étaient des pratiques inconnues dans l'ancien Japon. Dans son livre, L'appel à l'étude datant de 1872, Fukuzawa Yukichi se doit de définir ce qu'est un discours pour le lecteur japonais de l'époque et invente un néologisme pour le désigner, Enzetsu. Je cite Fukuzawa, : Le mot Enzetsu correspond à l'anglais speech. Ceci désigne une réunion de plusieurs personnes que l'on fait asseoir pour leur expliquer ses idées. Cette pratique n'a jamais existé au Japon, même si les prêches dans les temples bouddhiques y ressemblent. En Occident, la pratique est fort répandue. Quand une dizaine au moins de personnes sont rassemblées, alors il y a toujours quelqu'un pour faire un discours. Une des spécificités des Lumières japonaises a été la grande capacité de traduire des notions et de les investir de signification. D'une manière générale, je suis Tsuili, : La modernisation des structures devait certes passer par une modernisation des catégories de pensée. Le travail des lettrés des études hollandaises, puis des vulgarisateurs des Lumières, fut de ce point de vue tout à fait considérable, et contribua sans doute à aider le Japon à se projeter plus rapidement dans une modernité plus ou moins maîtrisée. C'est parce que la réforme des esprits dans le Japon des années 1870 s'inscrivit dans une série de réformes administratives qui allaient dans le sens d'une adaptation des institutions occidentales aux réalités locales et leur permettrait de vivre et de prospérer, que nous pouvons dire aujourd'hui que les Lumières japonaises, c'est-à-dire la première vague d'ouverture et d'occidentalisation, furent en définitive plutôt un succès. La question de la traduction des notions européennes a ainsi été centrale dans le processus de modernisation du Japon. Ces traductions ont été opérées au moyen de néologismes généralement composés de combinaisons d'idéogrammes chinois. Des centaines de ces néologismes, probablement des milliers, ont été formés de la sorte, et aujourd'hui une bonne partie de ce corpus est d'utilisation courante pour des actes qui peuvent sembler évidents, mais qui n'existaient pas avant leur invention à l'ère Meiji. La traduction du concept consisterait à trouver un équivalent en idéogramme à partir de l'accumulation de plusieurs notions existant en chinois. C'est un exercice délicat, car les notions chinoises possèdent elles-mêmes leurs propres connotations. Suili donne en exemple les différentes variations du concept d'individualisme. Je le cite. : À vrai dire, personne ne comprenait très bien de quoi il s'agissait. Nishi Amane tenta de l'expliquer en le traduisant par les gens particuliers. Nakamura Masanao proposa « chacun soi-même ». Fukuzawa Yukichi traduit par « tempérament où chacun est indépendant ». Un autre exemple est le mot « liberté ». La première traduction de Fukuzawa Yukichi était le choix d'être son propre maître, puis ensuite « sans tenir compte des autres ».
Ou encore pour Kato Hiroyuki, c'était le droit d'être son propre maître, puis les grandes orientations d'une vraie politique, et aussi soi-même sans contrainte. Le mot qui est devenu la traduction courante de liberté est Jiyu, et ce n'est pas sans difficulté, car Jiyu existait déjà et son acception ancienne signifiait agir de manière égoïste. Dans une note de son livre « Situation en Occident », datant de 1866, Fukuzawa explique sa traduction. 2 points. Ici, dans ce passage par la volonté d'autonomie, j'ai utilisé les idéogrammes Jiyu. Il ne s'agit pas d'évoquer l'égoïsme ou la licence qui provoque le mépris des lois, mais le fait d'entrer en relation avec les autres selon son humeur et sans contrainte aucune, compter d'abord pleinement sur ses propres forces. Cela correspond en anglais par les mots de freedom ou liberty, il n'existe pas encore de traduction appropriée. L'exercice de la traduction a donc été périlleux, puisqu'il a demandé de fabriquer de la signification et potentiellement de transformer le sens de mots existants. Bref, il ne s'agit pas d'une traduction qui ne serait qu'une translation d'un signifié abstrait d'une langue à l'autre, mais plutôt d'un transfert avec tous les glissements possibles. Dans le texte « Plaidoyer pour la modernité » datant de 1898, Fukuzawa donne 2 explications sur la question de la construction de néologismes. Tout d'abord, je le cite, 2 points. À l'origine, les caractères chinois ne sont que des symboles d'idées, et chercher un caractère qui projette une idée alors que celle-ci n'existe pas est tout aussi inutile que de demander à un Indien qui n'a jamais vu la neige de rédiger un poème sur la neige. Et ensuite, je le cite, 2 points. Expliquer que quelque chose est mou, en traduisant mot à mot cela ressemble à du beurre, ce n'est pas faux du point de vue de la traduction, mais pour des Japonais qui ne connaissent pas le beurre, c'est incompréhensible. Quant à moi, j'ai ignoré le texte original et j'ai remplacé le beurre par le tofu. Le travail de traduction deviendrait alors un équilibrage qui demande pas mal d'imagination et qui serait relativement hasardeux par rapport à de possibles effets secondaires. D'après Sully, je cite, 2 points. La conséquence d'un tel travail en si peu d'années, c'est l'apparition d'un double univers, avec une culture de la vie quotidienne japonaise d'une part, et une culture de mots traduits d'autre part, s'accompagnant, bien entendu, de toutes les variations et décalages possibles entre le terme occidental et sa traduction japonaise. Dans le livre Le Japon grec, Michael Luken parle des effets secondaires de l'utilisation de caractères chinois possédant déjà des notions. Je le cite. 2 points. Autrement dit, une grande partie des catégories scientifiques qui se constituent à l'époque possèdent une double étymologie. L'une de type gréco-latin, invisible, mais première dans la formation du concept, l'autre de type sino-japonais, obvi, mais secondaire dans la formation du concept. Toute l'université japonaise est fondée sur ces catégories à double fond. Le phénomène de traduction joue donc un rôle extrêmement important dans la modernisation du Japon. Les Lumières en sont les acteurs premiers. Je me propose maintenant de survoler 3 auteurs représentatifs. Il s'agit de Nishi Amane, de Fukuzawa Yukichi et de Nakae Chomin. Le premier de ces auteurs, Nishi Amane, est le plus ancien des 3 intellectuels. Déjà à la fin de la période Edo, par son poste obtenu en 1857 au sein de l'Institut pour l'examen des ouvrages barbares, il était parti aux Pays-Bas entre 1863 et 1865 afin de perfectionner les connaissances qu'avait le Japon sur l'Occident au travers des études hollandaises. Son professeur Simon Wissering était un économiste, et probablement c'est par lui que Nishi Amane a rencontré le positivisme d'Auguste Comte, le système de pensée qui lui a semblé le plus approprié pour une importation au Japon. Dans les œuvres complètes de Nishi Amane, voici ce que l'on peut lire. 2 points. Seulement, très récemment, une nouvelle école est née, que les Orientaux n'ont jamais vue. Elle s'appelle le positivisme. C'est Auguste Comte qui l'a fondée. Cette école basée sur les faits avérés et les arguments clairs ne fait que servir à la postérité. En revanche, l'école rationaliste, Nishi Amane parle ici de Kant et de Hegel, ayant seulement recours à l'esprit pur, ne sait pas se limiter. Plutôt que l'idéalisme allemand, le choix du positivisme a une grande influence sur la première génération d'intellectuels, c'est-à-dire sur les Lumières japonaises. Ils ont été grandement influencés par le positivisme et par l'utilitarisme de John Stuart Mill. Il a fallu attendre la fin des années 1870 et l'établissement de l'université de Tokyo pour avoir une importation de l'idéalisme allemand au travers de professeurs étrangers invités, qui sont ensuite devenus la référence en matière d'influence philosophique. Nishi Amane est celui qui a forgé en japonais le concept de philosophie, Tetsugaku, la première occurrence daterait de 1874. Il définit la philosophie comme étant le domaine qui porte les autres branches du savoir, le domaine qui clarifierait les principes et donnerait des méthodes aux autres sciences. Sa définition semble se rapprocher de l'épistémologie, c'est-à-dire d'une étude critique des sciences. Il porte intérêt à ne pas confondre la philosophie avec des domaines classiques venus de Chine. Dans le livre Élucidation de la nature vitale, par rapport à la philosophie, je le cite, 2 points. Dans l'usage qu'on se fit par la suite, ce terme désigna la discipline qui traite exclusivement des principes,
On pourrait traduire littéralement par Ligaku, science des principes, ou Lilun, théorie des principes, mais cela porterait à confusion avec d'autres disciplines. Voilà pourquoi je traduis désormais par Tetsugaku, en la distinguant du confucianisme en Orient. Son livre le plus important est vraisemblablement Le lien des 100 sciences, datant de 1874. C'est une encyclopédie qui classifie les différentes branches du savoir. Par rapport à cet ouvrage, en suivant Sylvain Isaac dans la philosophie japonaise en question, je cite l'article, : Nishi forgea un grand nombre de néologismes destinés à traduire les notions et concepts clés de l'intelligence occidentale. Ces néologismes étaient généralement constitués par la juxtaposition d'idéogrammes sino-japonais afin de véhiculer le sens originel de manière descriptive, explicative. La méthode de Nishi avait le mérite de rendre immédiatement intelligible le contenu et la portée des concepts en question. Il faut y voir la principale raison de la pérennité du vocabulaire philosophique forgé par Nishi, dont une grande partie est définitivement rentrée dans l'usage. Ainsi en va-t-il des termes sujet, shukan, objet, kyakan, raison, lisei, réalité, jitsuzai, phénomène, gensho, a priori, senten, a posteriori, koten. D'après une note de cet article, je peux lire que Nishi Amane aurait constitué 787 néologismes, dont 332 font partie du vocabulaire philosophique japonais. Ce que j'ai pu approcher des textes de Nishi Amane me semble fascinant par sa manière d'expliquer des notions importées alors totalement nouvelles, dans le but de les rendre compréhensibles. Par exemple, dans le traité sur l'intellect paru dans la revue de l'an 6 de Meiji, voici un passage sur la notion de déduction et d'induction. Je le cite. : J'ajoute maintenant d'autres méthodes, la déduction et l'induction, dont nous devons tenir compte lors de nos investigations. La différence entre elles serait comparable à la différence entre la façon de multiplier le capital chez un enfant millionnaire et celle de l'accumuler chez un enfant pauvre. Plus précisément sur l'induction, je cite Nishi Amane, : Elle constitue accumuler des faits pour atteindre finalement une vérité sans faille, tout comme les pauvres épargnent de jour en jour des centimes pour finalement en faire une bonne fortune. Au travers des inventions de néologismes et des explications souvent illustratives, je peux imaginer ce qu'a été l'effort prodigieux de cette génération et l'aventure intellectuelle que cela devait supposer. Un autre auteur représentatif de cette dynamique est Fukuzawa Yukichi. C'est certainement l'intellectuel le plus connu de cette génération, ne serait-ce que par le portrait qui orne actuellement les billets de 10 000 yens. Fukuzawa Yukichi est aussi un grand inventeur de néologismes sous l'ère Meiji. J'en ai déjà donné quelques exemples. Enzetsu pour discours, Jiyu pour liberté, ou encore un exemple très connu est Shakai pour société. Lui aussi n'a pas attendu l'ère Meiji pour aller en Occident. Il a fait partie de la première mission diplomatique envoyée aux États-Unis par le shogun, qui est arrivé à San Francisco en 1860. Il est surtout connu pour ses livres qui ont été publiés en un très grand nombre d'exemplaires. Certains sont devenus des manuels scolaires. Ces ouvrages permettaient de représenter très précisément le monde extérieur, les modèles de société, les institutions, les méthodes d'enseignement et de savoir. Situation de l'Occident, publié en 1866, et L'appel à l'étude, datant de 1872, ou encore Ébauche d'une théorie de la civilisation, datant de 1875, sont peut-être les plus représentatifs de cette génération. Les premières lignes de L'appel à l'étude sont devenues célèbres, je les cite. : Le ciel ne crée aucun homme supérieur ni aucun homme inférieur aux autres hommes. Cela signifie qu'étant tous engendrés par le ciel, les hommes sont égaux entre eux et qu'il n'existe pas à la naissance de distinction de rang ou de classe. Sur cette phrase, en suivant Suili, je le cite, : Les formules de Fukuzawa sont une adaptation de la Déclaration d'indépendance américaine. Cette phrase, qui bouleversa nombre de lecteurs, fut lue, recopiée, commentée à l'infini dans les années qui suivirent. Personne n'avait jamais affirmé avec autant de vigueur le principe de l'égalité fondamentale des êtres humains. Fukuzawa est connu comme celui qui a produit une rupture radicale avec les études confucéennes ou avec les études lettrées. D'après lui, elles ne seraient que de faible utilité. Les modèles occidentaux auraient l'avantage au contraire d'être liés à des pratiques concrètes et ordinaires, d'où la légitimité du remplacement de l'ancienne méthodologie d'enseignement. C'est souvent pour le premier livre de L'appel à l'étude que Fukuzawa a été taxé d'utilitarisme. Je cite quelques passages sur les limites des études à l'ancienne. : Les études, ce n'est pas connaître des caractères chinois complexes, lire des anciens textes difficiles à interpréter, ou encore composer des poèmes traditionnels et écrire des vers chinois. Ce n'est pas formuler les phrases qui ne portent aucun fruit dans le monde. Toute cette littérature contribue certes à réjouir les cœurs et élever les esprits, mais elle n'est pas aussi profitable que l'affirment depuis les temps reculés les confucianismes et les spécialistes des classiques japonais. Et plus loin, je cite, : On doit reporter de telles études de peu d'utilité pratique et accorder la priorité à celles utiles au quotidien ordinaire des hommes.
Maruyama Masao, dans l'article Introduction aux recherches philosophiques de Fukuzawa Yukichi, datant de 1947, mène une analyse dépassant le simple utilitarisme des mots de Fukuzawa et fait de lui un intellectuel ayant apporté un certain rapport au monde qui serait propre aux Lumières. En effet, il note que Fukuzawa substitue aux études à l'ancienne, l'étude de la physique, par exemple celle de Newton, moins pour l'application et les utilisations pratiques que pour la relation spécifique du sujet face aux phénomènes physiques, c'est-à-dire d'un sujet autonome qui expérimente la réalité. Je cite Maruyama, : que Fukuzawa ait fait de la physique un modèle idéal d'étude revint établir cet esprit expérimental comme noyau central de la méthode des études. En se basant sur la certitude selon laquelle, depuis le début des temps jusqu'à nos jours, on ne peut rien affirmer hors de l'examen du monde, Fukuzawa a mis strictement en application cet esprit expérimental, non seulement dans le domaine des sciences naturelles, mais aussi jusque dans les différents domaines des sciences humaines, tels que la vie politique ou la société. Voici ce qu'en dit Isabelle Lefebvre dans un article autour de la traduction de ce texte de Maruyama en 2012. Maruyama a montré à travers Fukuzawa que c'est en transformant l'objet selon l'expérience que le sujet se pose activement en tant que tel. Il semblerait bien que Maruyama voit chez Fukuzawa celui qui a peut-être le plus puissamment constitué au Japon une prise de conscience de la liberté de la subjectivité humaine. Il deviendrait ainsi un équivalent japonais au XIXe siècle, des Lumières européennes du XVIIIe siècle. Le dernier intellectuel que je présente rapidement s'appelle Nakae Chomin. Il est un peu plus jeune, il est parti en Europe dans le cadre de la mission Iwakura sous l'ère Meiji. Il a séjourné à Paris et à Lyon entre 1872 et 1874. À la différence de la plupart des autres auteurs, il n'est pas en relation avec le positivisme ou avec l'utilitarisme en langue anglaise, mais s'approche de la pensée du républicanisme français sous la Troisième République. Dans certains livres, il développe sa philosophie personnelle qu'il est possible de qualifier de matérialisme et d'athéisme. Par exemple, dans ses derniers textes qu'il régit avant de mourir en 1901 et dont les titres sont très évocateurs. 1 an et demi, œuvre posthume publiée du vivant de l'auteur, puis 1 an et demi suite, un individu sans Dieu ni âme. Mais une bonne partie de son œuvre consiste en des traductions, en particulier les traductions de plusieurs livres de Jean-Jacques Rousseau, ce qui lui a valu le surnom du Rousseau de l'Orient. Ces traductions ont un intérêt particulier car elles seraient devenues les moyens d'un combat politique qu'il a mené notamment en tant que porte-parole du mouvement pour les libertés et le droit des peuples. Il a publié des textes dans différents journaux, le Toyoji Shinbun ou encore le Choya Shinbun, mais aussi il a créé une revue, la Seili Sodan, dans laquelle il diffuse des traductions de textes français. C'est dans cette revue qu'il publie petit à petit de 1882 à 1883 une traduction commentée du contrat social de Rousseau avant de la publier en un ouvrage unique. De Rousseau, il a traduit aussi une partie du discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes, et aussi le discours sur les sciences et les arts. Dans le livre Rousseau au Japon, Nakae Chomin et le républicanisme français 1874-1890, Édith Dufourmont propose une analyse très poussée sur les différentes traductions en les comparant aux textes sources en français. Il se trouve que, contrairement à Nishiyamane et à Fukuzawa Yukichi, l'auteur tente de marquer une continuité entre certaines notions confucéennes et des notions modernes. Nakae Chomin a inventé lui aussi de nombreux néologismes. Par exemple, c'est l'auteur de Bigaku, le concept d'esthétique, au travers de la traduction du livre L'esthétique d'Eugène Véron. Pour les traductions des textes de Rousseau, je cite Dufourmont, : les termes choisis par Chomin sont largement issus de la pensée politique chinoise, notamment confucéenne, qui repose sur des paires d'oppositions. Suzerain sujet, public particulier, ciel homme, justice intérêt. La liberté morale est rendue par liberté décrétée par le ciel, à partir d'une reprise d'un passage d'un classique confucéen, la variable milieu. Ceci mis à part, il n'en reste pas moins que certaines notions, telles que le souverain ou encore l'État, représentaient pour Chomin un défi de traduction. Concernant la question complexe de la traduction du concept de droit naturel chez Rousseau, ces droits qui seraient devenus la base des droits de l'homme, Nakae Chomin produit une bifurcation par le confucianisme, en particulier par Mencius, avec la notion de décret céleste. Je cite Dufourmont, : Mencius l'a repris également, autant sur le plan politique pour justifier le meurtre du tyran que moral, en expliquant que la nature humaine provient du ciel. Chez Chomin, le décret céleste a une définition radicalement différente, puisqu'il sert à faire du ciel en tant que nature, la source de la liberté et des droits naturels sous la forme de Teinei Nijiu, la liberté morale. Le ciel apparaît également pour traduire état de nature, lien de nature. Ainsi, la traduction du contrat social est entièrement centrée sur la notion de ten, ciel. En l'occurrence, la traduction par Nakae Chomin est plus qu'une simple traduction. Elle transfère la signification de départ vers un autre régime de sens, celui du langage confucéen, qui était peut-être plus efficace à l'époque.
Mais tous les glissements ainsi opérés transformeraient parfois l'œuvre de Rousseau. Sur le contrat social traduit en japonais, je cite Dufourmont, : Par la présence massive de concepts de la pensée chinoise et par le travail de simplification d'ajout et de réécriture, offre les apparences d'un magnifique exemple de traduction ethnocentrique. Et plus loin, je cite, : Donnant la primauté au sens, désireuse de faire apparaître l'œuvre étrangère comme un fruit de la langue propre, elle n'hésite pas à user des corrections, ajouts, suppressions et modifications pour atteindre son but. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas Rousseau qui se fait confucianiser, mais bien l'inverse. Du contrat social prend certes les apparences d'une œuvre confucéenne, mais pour affirmer des idées nouvelles, sinon contraires au confucianisme. Au travers de ces cas précis, je peux percevoir à quel point la traduction était une arme dans le débat des 2 décennies préparant la constitution de Meiji. Il s'agit d'un combat intellectuel pour l'élaboration d'un droit naturel, d'un droit du peuple, contre l'oligarchie ayant pris le pouvoir protégé par la figure de l'empereur. Ce débat me semble les plus complexes, car s'invitent alors d'autres acteurs, tel le darwinisme social de Spencer qui a influencé grandement l'idée d'une politique naturalisée, fonctionnant à la manière d'un organisme biologique et transformant radicalement l'idée du droit naturel des citoyens. C'est naturellement les diverses interprétations naturalisantes du droit naturel que je vais proposer d'explorer au prochain épisode.